Tout de suite, on ouvre la première partie de ce 21-23 et vu l'actualité du jour, et vous allez voir pourquoi, on part tout de suite sur le terrain américain. Alors, la Suède va envoyer des militaires au Groenland. La France va participer à une mission européenne au Groenland. L'Allemagne va faire la même chose ce soir. Est-ce que tout s'accélère? En tout cas, on va parler de cette réunion sous très haute tension à Washington, de ce bras de fer inégal, puisque des émissaires groenlandais et danois allaient à Washington rencontrer le gouvernement Trump. Ça ne s'est pas forcément très bien passé. En tout cas, on va décrypter tout cela et analyser tout cela avec nos experts et nos journalistes sur ce plateau. Bonsoir Anne Toulouse. Bonsoir vous êtes journaliste franco-américaine. Vous êtes auteur de L'Art de Trumper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde aux éditions du Rocher. André Gattolin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur et conférencier indépendant en géopolitique. Vous êtes un ancien sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine et vous avez été l'auteur de plusieurs rapports sur l'Arctique et le Groenland, et vous allez nous raconter, c'est passionnant, on va voir justement comment l'Europe non seulement a été naïve, mais peut-être a fait la sourde oreille et se réveille bien trop tard, a été paresseuse en fait sur les enjeux de l'Arctique. Michel Monpontet, on vous retrouve évidemment, vous êtes notre éditorialiste international pour France Télévisions et notamment spécialiste de tout ce qu'on va décortiquer aujourd'hui sur les États-Unis. Et puis à vos côtés, Vivien Mels, bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisateur du documentaire Groenland, l'Eldorado des glaces qui vient d'être diffusé dès hier soir sur Arte. Je vous le redirai, mais évidemment, vous pouvez le retrouver sur la plateforme Arte et également la plateforme de France Télévisions. Tout cela, c'est le service public. Vous l'avez co-réalisé avec Jean-Yves Cochard et on va voir évidemment des extraits de ce documentaire. Alors, avant qu'on en débatte, on va tout de suite traverser l'Atlantique justement et prendre la direction de Washington. On va vous retrouver, Léana Bonas. Vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Vous avez suivi toute cette journée, je le disais, de réunions sous haute tension entre les Américains et les émissaires groenlandais et danois. On ne peut pas dire que ça se soit très bien passé. Non, et grâce aux déclarations des ministres des Affaires étrangères danois et groenlandais qui ont participé à cette réunion, on comprend effectivement que la tension n'est pas forcément retombée, puisqu'ils affirment que le Danemark et les États-Unis ont un désaccord fondamental, qu'il est clair que Donald Trump souhaite s'emparer du Groenland. Il temporise quand même un petit peu et ajoute qu'ils appellent à une coopération respectueuse entre les pays. Pour Donald Trump, le Groenland est indispensable pour des questions de sécurité nationale, dit-il. En fait, comme le montre cette image qui a été publiée par la Maison-Blanche en pleine réunion, les États-Unis accusent le Danemark de ne pas suffisamment protéger le Groenland, qui serait selon eux convoité par la Chine et par la Russie. Ces affirmations d'ailleurs viennent d'être démenties par les autorités danoises, mais elles promettent d'accroître leur présence militaire au Groenland, comme pour s'adresser directement aux États-Unis. Une présence militaire d'ailleurs qui va être soutenue par plusieurs pays européens, comme la France et l'Allemagne, qui viennent d'annoncer une mission militaire, un exercice militaire au Groenland. Il devrait avoir lieu entre jeudi et samedi. Merci beaucoup Léana Bonas, notre correspondante à Washington. Première question, Anne, et puis on va aller au Groenland dans quelques minutes, mais on va d'abord faire un tour de table. Donald Trump, quand il veut quelque chose, il s'en donne les moyens. Et j'allais même dire, quand les États-Unis commencent à dire qu'ils réfléchissent à une action, généralement, ils vont jusqu'au bout. Est-ce que là, vous vous dites, vous qui êtes franco-américaine, si, c'est sûr, les États-Unis vont conquérir le Groenland, quoi qu'il en coûte. Vouloir n'est pas pouvoir, mais c'est vrai que c'est dans l'ADN américain de s'étendre, parce que si vous regardez au début, au moment de l'indépendance, dont on va commémorer le 250e anniversaire cette année, le pays était 1/6 de ce qu'il est maintenant. Alors les autres 5/6, ils ne sont pas arrivés tout seuls, ça a été des achats dès le début. Et on voit les pères fondateurs, on ne va pas rester dans ces frontières, on va aller au-delà des Appalaches, après au-delà du Mississippi, ça dépend de la France, enfin qui l'a vendu quand même. Et puis après, il y a eu l'Alaska. Alors toujours, on prend des pays qui sont un peu en difficulté. Par exemple, l'Alaska, c'est à la fin de la guerre de Crimée, le tsar n'a plus un rouble. Je ne sais pas si c'était des roubles à l'époque, je pense. Et donc, on lui achète. Et le Groenland, on a essayé 5-6 fois en même temps que l'Alaska. Et Truman a mis 100 millions de dollars or sur la table. Et en plus, pour les Américains, c'est vrai que, vu de ce côté de l'Atlantique, on est en pleine Europe, c'est très choquant de vouloir prendre quelque chose au Danemark.
pour les Américains, je parle de la population américaine, le Danemark, c'est dans une sorte de nébuleuse européenne, dans une sorte... je ne sais pas s'ils sauraient le situer sur la carte. Vous savez, je lisais hier des documents sur la présidence Obama. Et à un moment, l'Union européenne est représentée par la Suède. Et donc, le Premier ministre suédois arrive à Washington et Obama dit non, je ne vais pas perdre mon temps avec un pays qui a moins de 10 millions d'habitants. Et il le refile à Biden. Et donc là, le Danemark, 7 millions d'habitants. Ce qui les intéresse, alors je pense que pour la population américaine, ce qui les intéresse plus, c'est le Groenland, parce que ça dit quelque chose. Ce ne sont pas les colonisateurs, ce sont les colonisés. Et vous savez que les Américains sont d'anciens colonisés. Donc je pense que la sympathie va de ce côté-là, mais que tout ça va se résoudre, je pense. Enfin, je ne veux pas trop avancer dans la discussion. Puis il y a des gens qui sont plus spécialisés que moi là-dedans, mais plutôt dans une association très poussée. Je vois pas quand même, je vois pas une... Vous voyez pas une invasion ou une annexion Oui, genre type la Grenade ou un truc comme ça. Non, je vois pas ça. Enfin, je me suis tellement souvent trompé. On va en reparler. De toute façon, là juste, c'est dans une première réaction à ce qu'on vit là en ce moment, durant ces heures, à travers des deux côtés de l'Atlantique et au milieu avec le Groenland. André Gattolin, juste une question. Je parle à la fois aux chercheurs, mais à l'ancien homme politique que vous êtes, l'ancien sénateur que vous êtes. Là, voir que, alors ce ne sont que pour des exercices, mais que des Suédois, des Français, des Allemands vont envoyer des soldats pour un peu occuper le terrain, c'est évidemment pas eux qui repousseraient une attaque américaine. Mais est-ce que, diplomatiquement, ça dit que quelque chose est en train de se passer et que c'est potentiellement très grave? Il se passe quelque chose, mais la réaction européenne, c'est un peu du théâtre. On va envoyer quoi? On va envoyer les chasseurs alpins qui ne savent pas nécessairement comment naviguer sur la banquise. Donc franchement, là, on est dans un jeu d'ombre. Et c'est toute la différence entre les États-Unis d'aujourd'hui et l'Europe actuelle. C'est qu'en Europe, on croit au langage qui fait foi, le langage argumenté. Trump, il est dans ce qu'on appelle la langue performative. C'est-à-dire, ce qu'il dit devient acte. Et comme il a la puissance souvent pour le faire, il est déterminé. Moi, je suis étonné de voir, depuis les déclarations du 22 décembre 2024, comment les gens, les milieux journalistiques, politiques, mettent en doute la détermination de Trump. Il se trouve que j'ai un certain nombre d'échanges avec l'administration américaine. Le moins qu'on puisse dire, tout le monde me dit, tous les gens qui rencontrent Trump sur la question me disent, il est résolu et déterminé. Il a deux raisons pour ça. Il a une raison d'abord un peu personnel. Il veut être un grand président des États-Unis, et notamment à l'occasion du bicentenaire, c'est une chose essentielle pour lui. Et puis, c'est également quelqu'un qui pense aujourd'hui en termes géopolitiques et qui considère que l'Arctique, qui a été négligé, parce que longtemps les Américains ont négligé l'Arctique, fait partie de leur continent. La nouvelle stratégie qui a été présentée en décembre dit bien Western Hemisphere, c'est-à-dire l'hémisphère nord, en gros, c'est l'Amérique du Nord et ses océans, dont l'Arctique, en premier, en termes d'enjeux stratégiques, deux, la Chine, donc un recul de la Chine, trois, loin derrière, l'Europe. Alors que la Chine était en numéro 1. Était en numéro 1 et l'Europe était aussi en numéro 1 historique ou numéro 2 en termes de logique. Donc on voit bien qu'il y a un changement de calibre. Il n'y va pas pour les terres rares et les richesses et l'Eldorado. On l'entend. Il y a un auteur anglais, canadien, qui s'appelle John English, qui a écrit un très très beau livre sur l'Arctique, qui est un des meilleurs historiques, qui dit « Depuis 10 siècles, on navigue par rapport à l'Arctique entre un lieu, un Eldorado, une richesse promise, et un lieu de désespérance et de souffrance. » Eh ben, c'est un peu ça. Donc, on n'y va pas pour les richesses. Trump a un projet, il a le Golden Dome, il veut se protéger des attaques des missiles intercontinentaux qui peuvent faire le Golden Dome, c'est le dôme des missiles. C'est le dôme des missiles sur 3 étages, terrestres, aériens et spatiaux. Et on va voir dans quelques instants pourquoi la place du Groenland, et on va justement vous montrer en carte à quel point nous, il faut qu'on change notre vision du globe, et que quand on se met à regarder d'abord l'Arctique, on voit bien que la géographie est très différente de ce qu'on pense. Juste avant d'aller justement au Groenland, Vivien Meltz, juste un mot. On va voir des extraits de votre documentaire, mais juste en images, pendant que vous parlez, on va voir, vous débarrez votre documentaire notamment par ces images d'archives où on voit que la présence américaine au Groenland, elle est ancienne, de même que la volonté américaine
d'avoir le Groenland. C'est pas nouveau. Non, bien sûr, c'est absolument pas nouveau et c'est quelque chose qui s'est fait de manière plus ou moins feutrée, en fait, au fur et à mesure de l'histoire. On a cité effectivement la volonté de Truman à la sortie de la Seconde Guerre mondiale de racheter le Danemark. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que au moment de la Seconde Guerre mondiale, le Danemark, comme l'Europe du Nord, est occupé et le Groenland, en fait, prend une position stratégique à la fois pour ces questions en fait, de météo, c'est-à-dire que la météo, les stations météo qui sont installées à ce moment-là au Groenland permettent de prévoir en fait, ce qu'il va faire comme temps en Europe, ce qui va donc notamment permettre de connaître la météo le jour du débarquement, et aussi en fait déjà à l'époque une manière de sécuriser des ressources, parce qu'il y a à l'époque déjà en fait une mine extrêmement productive de cryolite qui est un minerai qui permet de créer de l'aluminium. Aujourd'hui, on le fait de manière artificielle. À l'époque, on ne pouvait le faire que de cette manière-là. Et dès le début de la guerre, en fait, les Américains sécurisent. En période de guerre, vous pouvez imaginer à quel point l'aluminium est vital pour les avions notamment. Et en fait, quelque part, ce lieu stratégique l'est déjà. Et avec le début de la guerre froide, ça va évidemment le devenir encore un peu plus. Alors, tout de suite, avant qu'on vous retrouve, Michel, on va, comme je vous le disais, aller sur le terrain au Groenland. On va vous retrouver, Ambroise Boulez. Vous êtes notre envoyé spécial dans le territoire arctique. Et justement, on avait envie de vous demander comment est-ce que vous avez vécu cette journée avec les Groenlandais, comment eux l'ont vécu, eux qui devaient être, j'imagine, suspendus aux nouvelles en provenance de Washington. Après des jours d'incertitude, la tension est montée ici au Groenland. Les Groenlandais se disaient fatigués ces derniers temps de cette pression mise par les États-Unis. Alors aujourd'hui, ils ont suivi avec beaucoup d'attention cette réunion à Washington. Nous avons vu des gens écouter la radio dans leur voiture, au travail, très attentivement pour savoir ce qui ressortait de cette rencontre. Et ce qu'il en ressort visiblement, c'est un désaccord majeur qui reste sur la question de la sécurité du Groenland. Les États-Unis pensent qu'elle est menacée par la Russie et la Chine et se voient comme le seul rempart valable. Vision que ne partagent pas le Danemark et le Groenland. Alors, les États-Unis pourraient-ils essayer de convaincre les Groenlandais autrement? Par exemple, en leur distribuant de l'argent, des sommes de 10 000 à 100 000 $ par Groenlandais ont visiblement été évoquées par l'administration américaine. Nous avons posé la question aux Groenlandais, ça les fait doucement sourire. Tous nous ont dit qu'ils vous encaisseraient volontiers une telle somme, mais que ça ne changerait en rien leur position sur les États-Unis. Ils ne veulent pas devenir américains. Là où il y a peut-être une marge de négociation pour certains, c'est que certains se disent ouverts à la discussion avec les États-Unis en vue peut-être d'un pacte de libre association ou de partenariat. C'est le cas notamment visiblement d'un parti d'opposition ici, mais avec un point cardinal qui est celui de l'indépendance du Groenland, car c'est cela que veulent la plupart des Groenlandais à terme, obtenir un État indépendant, quelque chose qui semble de plus en plus menacé par la situation internationale. On va reparler notamment de cette question de l'attachement ou de la marche des Groenlandais vers l'indépendance. Mais Michel, pour faire suite à ce que vient de dire Ambroise, vous avez regardé justement notamment ce qui se dit, notamment dans les réseaux sociaux. Le Groenland et les Danois et les États-Unis sont de vieux amis. Il y a aussi eu tout simplement le prix du sang qui a été versé. Alors on va parler ce soir évidemment de l'OTAN, puisque l'OTAN est un enjeu majeur. On va parler du fameux article 5. Vous savez, l'article qui prévoit que quand un pays membre de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays se solidarisent et interviennent. La question c'est, quand est-ce que c'est la dernière fois que l'article 5 a été agité et appliqué? Eh bien, figurez-vous que c'est le 11 septembre. Et une des premières armées à répondre présent lors de ce 11 septembre, de cet appel à défendre les États-Unis qui venaient d'être attaqués par les terroristes, c'est le Danemark. Et le Danemark, si on compare proportionnellement au nombre d'habitants, c'est le pays qui a offert le plus grand nombre de soldats tués au front, tant en Irak qu'en Afghanistan. De 2001 jusqu'à 2021, les soldats se sont battus pour les États-Unis. Et quand on entend J.D. Vance, qui est le grand pourfendeur méprisant des valeurs européennes, dire vice-président des États-Unis, et qui explique que finalement le Groenland, je le cite, est un mauvais allié avec une armée qui ne sait pas faire les choses et qui fait un très mauvais travail au Groenland, on peut comprendre le ressenti très fort et très violent des vétérans de cette armée qui se sont battus pour les États-Unis. Et il y a une photo qui sort actuellement depuis 48 heures sur les réseaux sociaux et qui est très fortement relayée dans les pays scandinaves et aussi au Danemark, bien sûr. C'est le portrait d'une jeune femme. Elle s'appelle Sofia Brun. Sofia Brun était une soldate
qui s'est battue justement après le 11 septembre. Elle a été tuée le 1er juillet en Afghanistan lors d'une patrouille. Elle a offert, dans le sacrifice ultime, sa vie pour défendre les pays membres de l'OTAN. Et quand on entend que J.D. Vance, qui n'était pas prévu lors de la rencontre avec les Danois et les Groenlandais, s'imposait, je pense que les Danois ont encore plus eu raison de tendre leur conviction, de dire ce n'est pas vraiment un allié ni un ami qui vient à notre rencontre. Et alors, et on va en parler, mais Michel, vous venez de parler de l'OTAN. Est-ce que si les États-Unis conquièrent par la force, il n'y aura pas beaucoup de résistance, ou en tout cas annexent le Groenland, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de l'OTAN ? Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par le mot annexe. S'il y a un accord consensuel, on peut imaginer ça, si le Danemark, le Groenland, les États-Unis concluent un accord librement consenti, on peut imaginer que l'OTAN absorbe ce nouveau phénomène géographique. Ils avaient bien absorbé la réunification allemande, donc on peut dire qu'ils pourraient arriver à trouver un nouveau scénario d'équilibre. Dans ce scénario, l'alliance, évidemment, serait très fortement secouée, mais elle arriverait à survivre. S'il y a la question du chantage ou de la pression extrême, là, la première ministre danoise a très clairement dit « si jamais on est victime de chantage, ce sera la crise au sein même de l'OTAN ». On réussira peut-être à survivre au sein de l'OTAN, mais ce sera très compliqué parce que, et là, elle emploie un argument qui est essentiel, l'Europe se déchirera. L'Europe se déchirera au moment où on dira qui est du côté de la défense du Danemark, qui va aller s'affronter aux forces et à la pression et au chantage de Donald Trump. Ensuite, il y a le scénario, vous le signaliez très justement, du recours à la force. Alors là, l'article 5 ne prévoit absolument pas l'attaque d'un pays de l'OTAN par un autre pays de l'OTAN. On ne sait pas ce qui se passe s'il y a un ennemi de l'intérieur. Alors, la survie de l'OTAN, elle serait formelle s'il y a un accord plus ou moins consenti avec le Groenland et le Danemark. On ferait comme si, on regarderait ailleurs peut-être. Par contre, s'il y a une agression, il est évident que l'OTAN explosera, tout comme explosera l'Alliance européenne sur la question des rapports au sein de l'OTAN avec les États-Unis. Alors, pour avancer sur cette question, on va voir un premier extrait de votre documentaire, Vivien, mais ça vous permettra de développer sur ce qu'on vient de dire. En tout cas, Vivien, vous avez tourné une séquence où on voit bien notamment le fils de Donald Trump, qui est donc en visite au Groenland. Il est avec Charlie Kirk, cet influenceur d'extrême droite qui sera assassiné quelques semaines plus tard. On voit déjà, en tout cas, cette mécanique qui est à l'œuvre pour amadouer les Groenlandais. Alors, est-ce que ça marche? A priori pas, mais est-ce que ça pourrait finir par marcher? C'est pas subtil. Hein. Voilà, c'est pas subtil. Vous allez voir, c'est pas du tout subtil. En tout cas, on regarde un extrait de votre documentaire, Vivien, et vous nous en parlez juste après. Après avoir posé devant la statue du missionnaire Hans Egede, père fondateur de la colonisation, Donald Trump Jr. invite quelques Groenlandais, recrutés à la va-vite dans la rue, dans l'un des restaurants chics de la ville. Et il a distribué des casquettes MAGA et invité des gens. Il est accompagné de Charlie Kirk. L'influenceur MAGA, qui sera assassiné quelques mois plus tard, tourne une vidéo de propagande. It's a very special place. It needs security for itself, but it also needs security very much for the world. You are right. You guys like that, right? Au téléphone, le président Trump invoque des enjeux de sécurité avant d'enfoncer le clou devant la presse internationale. I'm talking about protecting the free world. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. Vivien, qu'est-ce que ça dit, cette pression, alors pas toujours subtile, c'est ce que vous disiez, des Américains? Est-ce qu'il y a ce côté, on arrive de toute façon au territoire conquis et l'argent permettra de tout acheter? Peut-être que ça finira par être le cas. Alors, pour le coup, cette séquence qu'on n'a pas tournée, nous, c'est des archives récupérées notamment sur les réseaux, c'est une séquence qui est assez emblématique c'était il y a un an quasiment, jour pour jour, et ils arrivent avec vraiment leurs gros sabots. Et les gens qu'on voit ici qui posent fièrement, soi-disant, sont pour la plupart des SDF qui ont été recrutés dans la rue,
carrément. À qui, pour la plupart, ouais, pas tous, mais certains, qui ont eu pour le coup la chance d'avoir un très bon repas dans un très bon restaurant de Nuuk. Mais des billets de $100 aussi. Les billets de $100, ça a été des influenceurs pro. En fait, c'était des youtubeurs qui font des pranks américaines, mais qui sont dans la galaxie MAGA, et c'est des images qui ont beaucoup heurté. Des canulars. Et en fait, ces images ont beaucoup heurté les Groenlandais, parce qu'ils ont vu, et c'est quand même Nuuk, c'est quand même une toute petite ville, et tout le monde se connaît plus ou moins, ils ont vu des Américains distribuer des billets de $100 à des enfants, et ça a vraiment beaucoup choqué. Et c'est en fait à l'image de la manière dont Trump parle du Groenland, et avec une forme de mépris et de brutalité qui heurte. Et alors même que, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les Groenlandais voyaient plutôt d'un bon œil, majoritairement en tout cas, l'intérêt américain. Aujourd'hui, les choses sont complexes comme dans chaque pays, mais ils ont vraiment ressenti ce manque de respect, en fait. Et cette séquence, elle l'illustre, mais il y en a eu d'autres. En fait, les rires derrière Donald Trump quand il fait un discours au Congrès, c'est quelque chose qui a profondément heurté le peuple groenlandais. Donc il y a évidemment une fierté, vous y avez été souvent, André, vous aussi, Vivien. Est-ce que, alors évidemment, on rappelle le Groenland qui a été colonisé par le Danemark. Les Groenlandais aspirent à l'indépendance, ou en tout cas à une très forte autonomie. Donc on comprend cette fierté patriotique groenlandaise. Est-ce que l'argent peut quand même tout acheter ? On a entendu parler, il y a eu des officiels américains ou des influenceurs américains qui ont dit on leur donnera entre 10 000 et 100 000 $. Certains ont dit allez, on donne $1 million à chaque Groenlandais. Ils sont 57 000, ça fait 57 milliards. C'est quoi ? C'est 5% du budget annuel de la défense américaine. À peine, oui. C'est faisable de dépenser 57 milliards pour avoir le Groenland. Est-ce que faisable auprès des Américains quand même, si on se met à distribuer 57 millions de dollars au Groenland, je peux vous dire que 57 milliards. 57 milliards. Je peux vous dire que dans certaines zones des États-Unis, ça passera très très mal. Alors c'est une remarque intéressante parce que les Américains, on en parlait. Est-ce que eux, comment ils se positionneraient vis-à-vis de ça ? Alors, on a vu là le Venezuela, Nicolas Maduro enlevé. Bon, je caricature, mais Nicolas Maduro, on va dire, pour l'opinion américaine, on peut le vendre. C'est un dictateur, c'est un méchant. Il a fait des choses horribles pour son peuple. Il a effondré l'économie de son pays. Il se fait enlever. Je pense que les Américains diront du beau travail ou s'en ficheront. Là, les Groenlandais, un peuple qui dit on veut être indépendant, est-ce que les Américains seront sensibles à cela ? Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même la solidarité des ex-colonisés. Alors vous avez dans la population américaine, vous avez ceux qui sont contre Donald Trump, une bonne moitié de plus en plus large du pays, qui systématiquement, qui sont horrifiés par la méthode surtout. Parce que si vous allez au fond, est-ce que le Groenland est plus proche des États-Unis ? D'ailleurs, comme on le disait pendant la guerre, pendant la guerre mondiale, ça a été pratiquement un territoire américain. Est-ce qu'on pourrait faire un arrangement comme avec les îles Marshall, comme Hawaï, qui a été négocié, qui a été un territoire ? Les gens sont ouverts à ça. C'est la méthode qui est exécrable, qui est de dire je le veux, et d'envoyer aussi des gens en terrain conquis en prenant les Groenlandais un petit peu pour des imbéciles. C'est pas qu'une attaque contre le Groenland, c'est une attaque aussi vis-à-vis de l'Europe. Le but, aujourd'hui, on a 3 puissances, les États-Unis, la Russie et la Chine, dont le seul but, c'est de faire imploser l'Europe. Oui, est-ce que ça importe aux Américains d'aujourd'hui, ou une partie de l'Amérique n'est pas trumpiste, mais l'autre partie est trumpiste ? J.D. Vance dit tout le temps l'Europe est faible, l'Europe est submergée par des vagues migratoires, par l'islam, on ne reconnaît plus l'Europe. Peut-être qu'on peut vendre ce projet à une grosse partie de la population américaine. Oui, vous disiez ça, les Américains s'attaquer entre guillemets à l'Europe, ça leur posera quand même un problème moral ? Oui et non, parce que je crois qu'ils ne comprennent pas très bien cette force qu'est l'Europe. Et ils reconnaissent l'alliance avec l'Europe, mais ils ne comprennent pas très bien le fonctionnement. Pour eux, c'est une espèce de nébuleuse. Mais je pense que on voit aussi toujours les États-Unis comme deux grandes forces opposées, tirant chacune d'un côté et de l'autre. Mais que vous avez été correspondant aux États-Unis, vous connaissez bien cette situation. Au milieu, vous avez les indépendants qui représentent près de 40% de l'électorat américain. Ces gens qui sont au centre, ils assistent à cette espèce de match de ping-pong. Et certainement, sur le plan stratégique, ils voient une certaine logique à la chose, mais ils ne voient pas que ça se fasse de cette façon-là. Cela les choque. Et cela les choque de la même façon
que les chocs, qui sont d'accord sur la limitation de l'immigration, mais pas sur ce qui se passe avec ICE. Vous voyez, tout ça, ça entre là-dedans. Ce sont des gens qui ont le tournis maintenant. Et dernière question sur ce thème-là, mais juste après on passera à autre chose, mais ça les choque, vous disiez une partie des Américains, et vous avez raison, les élections souvent se gagnent au centre, hein, donc les indépendants, le centre c'est très important. Est-ce que ça choquera les parlementaires américains? Parce qu'on rappelle, les parlementaires américains, ils n'ont pas été consultés sur le Venezuela. Est-ce que les représentants, les députés, les sénateurs américains des deux bords, démocrates et républicains, pourraient être gênés par ça? S'il y a une action armée, de toute façon, normalement, ils doivent donner leur autorisation, même si on s'en passe la plupart du temps. Et même en France, hein. Oui, et même si, en allant très loin, si le Groenland devait devenir la 51e étoile sur le drapeau américain, ça passerait par le Congrès. On ne peut pas annexer... Trump n'arrivera pas, il court-circuite beaucoup de choses. Il faut voir dans quelle temporalité on se place. Oui, L'Alaska est devenu 51e État dans les années 50e État, dans les années 1930, bien longtemps après le rachat. La question... C'était 49e d'ailleurs, parce que c'est Hawaï. Oui, c'est Hawaï en 70. Et là, le but de Trump, c'est prendre le contrôle. À l'annexion, je n'y crois pas. Et de toute façon, le souci... Il a déjà le contrôle. On parle de prendre le contrôle. Qu'est-ce qu'il a besoin de quoi d'autre? Il a beaucoup de choses. Minière qui le favorise à 99%. Non, en fait, je crois qu'on peut pas avancer dans le débat. Il n'y a pas de contrat d'exploitation minière exclusif. Aujourd'hui, il y a une seule entreprise américaine sur 72 minières qui est présente au Groenland. Il y a des marges de conquête. Non, mais parce qu'ils n'ont pas voulu investir. Oui. Non, pas parce qu'ils n'ont pas voulu, parce que c'est pas rentable. Les gens qui pensent que les gens se jettent sur le Groenland pour ses richesses, à part quelques mines de rubis, les anciennes mines qui sont épuisées de cryolite, même l'exploitation des terres rares et des métaux est extrêmement lourde, coûteuse. Il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas la main-d'œuvre. Les téléspectateurs depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, oui, certes, il y a des terres rares, il y a des ressources gazières pétrolières, mais c'est pas l'intérêt premier de. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, qui peut arrêter Trump par rapport au Groenland? Il n'y a que les Américains. L'opinion publique, parce que, y compris au sein de MAGA, il y a une contradiction entre deux slogans. America First, alors ça peut être lu comme America numéro 1, l'Amérique numéro 1, mais c'est l'Amérique d'abord, en réalité. Et de l'autre côté, Make America Great Again, ça veut dire devenir plus grand. Donc, il y a les volontés expansionnistes propres au caractère et à la personnalité de Donald Trump qui veut marquer son mandat face à un public qui dit « Moi, je ne tolère d'intervention extérieure que pour la protection immédiate et directe des États-Unis. » Et c'est là où il va avoir des difficultés par rapport au Congrès, même si les capacités de blocage, même si les midterms tournent mal, il n'y aura jamais une majorité au Sénat des 2/3 pour aller jusqu'au bout de l'impeachment. Et d'ailleurs, ces midterms qui ont lieu en novembre de cette année pousse aujourd'hui Trump à aller vite, parce qu'il fait un chantage aux investitures républicaines pour la Chambre des représentants, pour la partie des sénateurs qui sont renouvelables, mais aussi pour les gouverneurs et tous les postes qui sont en jeu. Donc, il veut aller très vite, et il va essayer d'aller très vite, y compris en usant partiellement de la force, en faisant une démonstration de force, pas une invasion, pour obtenir des négociations directes avec les Groenlandais. Il ne veut plus entendre parler des Danois ni de l'Union européenne. Et ça, c'est intéressant, c'est la raison pour laquelle on a notamment rouvert une grosse page américaine dans cette émission, parce que, comme vous le disiez, il y aura ces midterms à la fin de l'année, en novembre. On a bien compris que c'est la raison peut-être pour laquelle Donald Trump a besoin Et n'oubliez pas le 250e anniversaire de l'indépendance. Absolument. Parce que ici, je comprends bien, hein, c'est comme le 14 juillet aux États-Unis, ça ne les remue pas beaucoup. Mais c'est un très, très important anniversaire aux États-Unis. Il va y avoir des grandes festivités. Donald Trump va être en majesté. En plus, ça coïncide pratiquement avec son anniversaire personnel. Juin. Oui. Donc, je pense que c'est le moment où il peut apparaître d'une façon, je dirais, un peu impériale. L'empereur du monde. Alors, pour poursuivre la discussion, on va justement voir, parce que vous en parliez, à quel point le Groenland est stratégique, et pas que pour, vous l'avez dit justement, monsieur le sénateur, l'ancien, les histoires de métaux, notamment de métaux rares et de gaz et de pétrole. Alexandre Hébert, on vous retrouve justement parce que vous allez nous parler d'autre chose, et on va d'abord commencer avec des cartes, parce qu'on comprend très bien tout de suite à quel point, quand on parle du Groenland, on va parler des routes maritimes du Nord. Et ça
c'est un enjeu fondamental. Et en fait, pour bien comprendre, il ne faut pas regarder le planisphère qu'on connaît tous avec d'un côté les États-Unis et puis de l'autre côté du monde, la Russie. Il faut plutôt regarder cette carte dite azimutale qui montre la réalité géographique du globe terrestre. On a donc ici, pour rappel, l'Alaska, le Canada, les États-Unis et puis ici, bien sûr, la Russie. Et on voit tout de suite pourquoi le Groenland est aussi important, puisqu'il est situé ici, entre ces deux puissances qui se font face. Et nous, on est là. Ah oui, et nous, l'Europe, on est est juste là. perspective très différente. On voit pas ces cartes. Exactement. Et donc, toute cette zone ici de l'Arctique est parcourue par des routes maritimes. On a ici la route du Nord en bleu et puis ici le passage du Nord-Ouest en vert. Pendant des siècles, ces routes étaient utilisables que l'été, mais avec la fonte des glaces et le réchauffement climatique, elles deviennent en fait de plus en plus praticables. Alors, qu'est-ce qui rend le Groenland aussi important pour les États-Unis, en plus justement de ces routes? Eh bien, le problème, c'est qu'ont les Américains, c'est que la plupart des ports de la route du Nord appartiennent en fait à la Russie. Il existe bien quelques ports canadiens ici sur la route du Nord-Ouest, mais il s'agit de toutes petites structures destinées au ravitaillement qui ne font évidemment pas le poids, loin de là, avec les grands ports russes, d'autant que cette route est de plus en plus empruntée par la Chine, qui a lancé en septembre dernier son programme Arctic Express pour permettre de rallier l'Europe. Pour bien comprendre, normalement, quand la Chine veut envoyer des marchandises en Europe, elle est obligée de faire quasiment le tour du monde en passant par l'Inde et puis ensuite par le canal de Suez juste ici, avant d'arriver en Europe. En utilisant ces routes maritimes, elle peut aller beaucoup plus vite en passant par le détroit de Bering, qui est ici à côté de l'Alaska, 83 km qui séparent les États-Unis de la Russie. Voilà donc pourquoi ces derniers ont tout intérêt à posséder le Groenland, qui est effectivement un territoire situé au centre de ce qui pourrait devenir à terme le péage du commerce mondial. Merci Alexandre, toujours passionnant de voir ces routes, donc l'Arctique, cette mer-là. Et puis, parce qu'on en parlait sur le plateau, on parlait du bouclier de justement anti-missiles. On voit que la Russie, les missiles, pour aller aux États-Unis, c'est en ligne directe. Juste là. Et voilà, et ça va très vite. Merci Alexandre, toujours très instructif de voir le monde en carte. C'est ce qu'on disait, là, ces routes maritimes, et vous l'avez vu, vous en avez parlé dans votre documentaire Vivien. Ça, c'est absolument stratégique. C'est une forme de contrôle du monde de demain. Alors, comme toujours, les choses sont un peu plus complexes. Aujourd'hui, la navigation elle est très, très, très limitée parce que la fonte des glaces, en fait, est relative. Et la fonte des glaces ne veut pas dire aussi qu'on peut naviguer n'importe comment. Il faut des bateaux à double coque. Il y en a très peu. Par contre, dans un horizon à 20, 30, 40, 50 ans, là, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Et dans cette zone, en fait, il y a deux vrais enjeux, effectivement. Il y a les deux passages et le passage le long des côtes russes, évidemment, et aussi le long des côtes canadiennes, qui sont aussi, d'ailleurs, une des revendications américaines dont on parle assez peu, mais qui vont revenir aussi en boomerang, parce qu'il y a un conflit autour de la revendication de la souveraineté de ces terres. Après, ce qu'on dit dans le documentaire, et ce qui est assez vrai, c'est que Trump s'est abrité sur la menace et la montée des tensions dans l'Arctique pendant très longtemps pour justifier son intérêt pour le Groenland. Là, il a changé récemment, mais c'était ça son propos pendant un an. Et encore une fois, il y a effectivement une montée des tensions dans l'Arctique. La Russie réarme, a réouvert des bases depuis 10-15 ans. Les Américains sont très en retard. Mais il était déjà, en fait, pendant le premier mandat de Trump. Ils n'ont pas fait grand-chose. Et encore une fois, ça ne concerne pas le Groenland. C'est vraiment à d'autres endroits. Une des questions stratégiques, c'est le contrôle, et ça c'est vrai depuis la guerre froide, du passage en fait, entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni, le GIUK. Et en oui, gros, parce que là, il y a une grosse route, en fait. Exactement. Là, c'est l'endroit où des potentiels sous-marins. On va voir la carte, mais exactement, c'est un peu plus bas. Enfin, c'est entre un lieu où il y a une circulation sous-marine, exactement, notamment des Chinois et des Russes, qui est monstrueuse. Et les Américains, de fait, ont réouvert une ancienne base à côté de Reykjavik, une base aéronavale, et ils surveillent, de fait. Et là, effectivement, il y a des vraies tensions. Mais ce n'est pas ça le vrai argument. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir que la Trump a un petit peu changé justement son fusil d'épaule récemment en parlant du dôme qu'il n'avait jamais évoqué avant, convoquant encore une fois un peu une espèce de... Il a évoqué le 22 décembre 2024 à Phoenix, le jour où il annonce sa volonté de prendre le contrôle du Groenland. Il l'appelle le nouveau dôme de fer et il en présente les premières lignes dès janvier de l'an passé. Mais alors, ça va alimenter votre discussion parce qu'à l'instant, vous voyez qu'on est dans l'actualité, à l'instant, en urgent de l'AFP, Donald Trump pense qu'une solution sera trouvée sur le Groenland. Il vient de le dire.
vous l'évoquiez, tous les quatre. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer, Anne, est-ce qu'il y a... Alors, il y a aussi des territoires d'outre-mer américains, mais... Alors, je pense à Porto Rico, mais Porto Rico, ils ont la citoyenneté américaine, mais... C'est très complexe. Ils n'ont pas de représentants au Parlement, mais ils votent quand même au présidentiel. Oui. Mais est-ce qu'il y a des solutions comme ça? Il y a beaucoup de solutions et c'est typique de Donald Trump. Vous savez, je ne suis pas son agent littéraire, mais si vous lisez L'Art du Deal, il y a quelque chose qui s'applique exactement à ça. Quand il explique quand il veut un terrain, parce que finalement, c'est son plus gros coût immobilier, le Groenland. Et il dit j'appuie jusqu'à ce que ça cède. Donc, en fait, on voit bien là qu'il y a un marchandage. D'ailleurs, les trois partis ont mis la barre très haut, c'est-à-dire Donald Trump dit attendez, moi je vais l'annexer, on va arriver, si on va faire ça de la façon gentille ou de la façon plus dure. Et puis vous avez les Groenlandais disant non, nous c'est l'indépendance ou rien, on ne veut pas être avec les Américains. Puis vous avez les Danois, c'est à nous, c'est le dernier fleuron de notre empire arctique, on ne cédera jamais. Ils vont bien céder les uns et les autres. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Regardez les îles Marshall, par exemple, ce qui était... c'est quoi, par exemple, les îles Marshall? C'est un État souverain qui est placé sous la protection des États-Unis. C'est-à-dire que les îles Marshall ont leur gouvernement, plus ou moins ce qu'est le Groenland avec le Danemark maintenant. Donc, et ils sont... C'est plus loin, c'est plus indépendant que ce qu'est le Groenland par rapport du Danemark, puisque vous êtes représenté aux Nations Unies. Est-ce que les îles Marshall pourraient être un cadre, oui, mais un modèle? Alors, je le cite parce que c'est celui qu'on cite toujours, parce que c'est un État, ça garantit... Alors, c'est très différent du Groenland, puisque c'est des sortes d'atolls qui sont disséminés, mais c'est l'exemple de gens d'un État qui est souverain, qui est gouverné, qui décide de tout ce qui est local, mais qui est placé sous la protection des États-Unis. Voilà. Il y a depuis le 24 octobre 2024 un rapport public de la Heritage Foundation, qui est la base de réflexion du programme de Donald Trump pour le projet 2025, qui dit le Groenland doit être un COFA. Le rapport fait 10 pages, il est public. J'ai l'impression que personne ne l'a lu. On découvre le 22 décembre dans une déclaration, d'ailleurs les Danois, tout le monde dit c'est ridicule, personne n'y croit. Personne n'a regardé les documents. Et l'influence de cette Heritage Foundation est très forte. Elle propose un Compact of Free Association, précisément que cette chose. À la fois prise de contrôle de la situation militaire et de défense, contrôle éventuel ou discussion sur les ressources stratégiques, et en contrepartie des budgets et des moyens qui sont donnés. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un débat au sein de MAGA qui dit « ça serait payé encore trop cher que de donner de l'argent aux Groenlandais pour qu'on les protège ». Mais ça, c'est la voie du milieu, c'est celle que recherche Trump. Il n'a pas envie de faire un 51e État avec une représentation au sein du Congrès des élus groenlandais. En l'état, c'est ce système d'association qui l'intéresse, qui permettrait... Quitte à taper très fort, à faire peur très fort, et comme tout négociateur... Et qui permet aux Groenlandais aussi d'avoir une représentation internationale, ce qu'ils n'ont pas actuellement. Vous ne pouvez pas visiter le Groenland si vous êtes un ministre français ou allemand sans être accompagné par votre tuteur danois. C'est-à-dire que le colonialisme danois a encore de beaux jours. Et Trump est presque un héros de la décolonisation, parce que depuis qu'il a dit qu'il allait attaquer, le Danemark, Mette Frederiksen, a accepté de reconnaître la stérilisation forcée, a accepté de reconnaître la déportation des femmes groenlandaises, etc. Et toutes les vilainies, nous les demandions au Conseil de l'Europe, aux Nations Unies depuis 10 ans. Les réponses qu'on avait officielles dans les documents du Danemark refusaient de répondre. Et tout d'un coup, parce que la grande peur de perdre, comme ça a été si bien dit, ce symbole, c'est les joyaux du royaume du Danemark. Et il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, disait Hamlet. Il faudrait qu'à un moment, qu'on regarde aussi notre propre passé européen. Eh bien justement, vous me donnez la transition, parce qu'on va voir un autre extrait de votre documentaire, et vous pourrez évidemment réagir tous, extrait de votre documentaire, Vivien, sur l'Europe. Est-ce que l'Europe n'a-t-elle pas été naïve
voire paresseux, c'est ce que vous disiez, André, et puis se réveille beaucoup trop tard. Il y a un extrait dans votre documentaire, Vivien, où c'est la visite d'Emmanuel Macron au Groenland avec d'autres émissaires. Et on va voir qu'effectivement, c'est peut-être un petit peu tard. J'allais dire pathétique, mais en tout cas, c'est trop tard. C'était en juin dernier, ça. C'était en juin dernier, on regarde. Everybody think in France, in the European Union, that Greenland is not to be sold, not to be taken. I want just for you to know that it's clearly perceived by the Europeans as targeting a European land. What is that? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi les pays européens ont-ils peur? Pourquoi Macron vient tout à coup au Groenland pour soutenir Mette, avec un drapeau français sur l'avion, à côté du drapeau danois, et pas de drapeau groenlandais? Quel genre de message est-ce que ça envoie? On comprend bien pourquoi la France s'intéresse à la question, parce qu'elle a de très nombreux territoires d'outre-mer. Et si on commence à laisser d'autres puissances se rendre en Polynésie française ou en Guyane et dire « ça nous dirait bien de prendre ce pays cette semaine », alors la France sera également dans une situation délicate. Il est donc préférable pour tout le monde, dans le monde entier, de s'entendre sur le fait que si on veut changer les frontières, cela doit se faire de manière pacifique, démocratique et sans ingérence d'autres puissances. C'est intéressant là ce qu'on vient d'entendre, notamment le rapport à la France. Vivien, Michel, il y a cette histoire de colonisation où chacun se dit bon, il faut qu'on se regarde un peu dans le miroir. On retrouve des constances sur les zones noires, sur les dépendances, sur les humiliations, sur l'histoire non assumée qu'il existe entre le Danemark et le Groenland. On le retrouve aussi dans nos Antilles, par exemple, une histoire qui se répète. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui, actuellement, sont en train d'alimenter le débat, de se dire le prochain focus de l'actualité sur ce genre de thématique de conquête, est-ce que ça ne pourrait pas être aussi les îles françaises? Les Antilles, ouais. La Guyane. La Guyane, pourquoi pas. C'est complètement dans la zone que Donald Trump... Il y a déjà le président de la République qui avait dit que la Guyane Non, mais je parlais des territoires qui pourraient être convoités par les États-Unis. Après, moi, ce que je trouve assez intéressant, justement, et ce qu'on a essayé de montrer dans le documentaire, c'est qu'il y a des questions en fait universelles qui se passent et qu'on a beaucoup été focalisé sur l'Europe, les États-Unis, mais que c'est en fait une histoire aussi qu'on connaît très mal, qui est une histoire coloniale, post-coloniale, avec encore une fois des ressorts qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits du monde. Et on voit bien en fait dans ce discours d'Emmanuel Macron, qui était donc accueilli effectivement conjointement par le Premier ministre groenlandais et la Première ministre danoise, il marchait vraiment sur une ligne de crête. C'est-à-dire que premier objectif, ça on nous l'a confirmé, ils s'étaient dit personne ne citerait le nom de Donald Trump dans leurs discours respectifs. Ils s'y sont tenus. Et en fait, comment dire effectivement que c'est un territoire européen alors que c'est à des milliers de kilomètres de l'Europe? Il n'y a aucun lien, bien sûr. Et ce que dit notre intervenant groenlandais derrière, c'était ça aussi. Il y a une partie des Groenlandais qui ont apprécié cette venue en disant pour le coup, on apprécie en fait d'être placé sur la carte et d'avoir voix au chapitre. On existe pour une fois, bien sûr, mais une autre partie aussi qui a été très choquée de voir encore une fois qu'aucune référence n'a été faite au désir d'indépendance groenlandais, qui est quelque chose qui est unanimement partagé là-bas. Juste dans les 2 dernières minutes qui nous restent, on va en parler pendant qu'on voit des images en off d'un autre extrait de votre reportage, Vivien. Il y a toute une opération aussi, j'allais dire, c'est pas, on redécouvre la Lune en disant ça, mais d'infiltration, d'ingérence américaine, avec notamment bien des Américains qui sont arrivés au Groenland pour essayer de convaincre la population, peut-être de retourner certains esprits. C'est ce qui se joue aussi. Peut-être pas forcément pour devenir américain, mais pour faire accepter un deal, par exemple. Les Américains sont là quand même depuis un bout de temps. Ce que l'aide publique avant les déclarations de Trump versée par les États-Unis au Groenland, c'est supérieur à l'aide publique de l'Union européenne. Il faudrait peut-être le rappeler dans les chiffres. Et il finance l'enseignement, il finance une partie depuis longtemps de l'aide sociale et médicale. Et ce que je trouve, c'est qu'on a un tropisme. On regarde toujours depuis notre point de vue franco et européen. Il faut être objectif. Nous avons aussi négligé totalement le Groenland. Je dis, j'ai fait un rapport il y a 12 ans, on m'a ri au nez quand j'ai dit que c'est un enjeu stratégique majeur. On vous a ri au nez. Est une région monde, mais bien sûr. Le président est formidable. Il a peut-être lu mes rapports. Ça fait 15 ans que je dis, il y a un enjeu stratégique pour l'avenir de l'Arctique. Étudions-le.
faisons-le et prenons des positions. On se réveille quand il est trop tard. Trop tard. Le mot de la fin, Anne. Trop tard, non, parce que je pense, comme je l'ai dit au début, qu'on va arriver à un accord qui ne fera plaisir à personne, mais qui aura au moins le mérite d'exister et que je ne vois pas là-dedans une grande aventure militaire, ce qui est déjà un soulagement pour la population américaine, dont je rappellerai, et ce n'est pas le mot de la fin que vous attendez, mais que ce qui l'intéresse surtout, c'est l'inflation. C'est complètement le mot de la fin. On va en reparler évidemment quand on retournera sur le terrain américain. Je vous laisse juste avec donc, ces deux informations là de cette dernière heure. Donald Trump semble effectivement vouloir peut-être un petit peu négocier ou apaiser la situation, puisque Donald Trump pense qu'une solution sera trouvée sur le Groenland. Mais en attendant, autre information, la France envoie quand même des militaires sur place pour des entraînements et des exercices. La France annonce qu'elle envoie. Elle annonce, ainsi que l'Allemagne et que la Suède, qu'elle enverra des militaires, quelques militaires, pour des exercices. Merci à tous les quatre pour ce débat très instructif